tout le monde. Très intéressant comme livre. Je vous le conseille. Les Amérindiens et les extraterrestres. Question sur la vie et la mort. Magnifique. Magnifique. Je vais vous lire carrément le chapitre 1. De toute façon, il y a ça va aller assez vite, il y a Nazca, il y a de tout, hein, les crop circles aussi. Ça va aller assez vite à lire parce que c'est assez gros, les écritures. Il y a beaucoup d'images, donc il y a pas mal d'images à la fin, je pense au moins 15 ou 20. Peut-être plus. Je vais voir. Magnifique. Alors, on peut commencer tout de suite. Alors, la sagesse amérindienne nous révèle que ceux que nous nommons extraterrestres visitent notre planète depuis des millions d'années. Le récit d'apparitions de plus en plus nombreux sont la preuve que nos ancêtres extraterrestres sont toujours parmi nous. Et à l'heure actuelle, je vous parle, c'est de plus en plus. Parce qu'il y a une conscience qui se réveille dans le monde. Je ne sais pas si vous avez compris. En fait, ils ne sont pas seulement dans l'espace, mais aussi présents sur Terre. Vous pouvez les croiser dans la rue ou ne pas les reconnaître. Dans ce livre, j'ai aussi souhaité répondre à des interrogations existentielles que se posent un certain nombre d'humains. Qui suis-je? Que dois-je faire de ma vie sur Terre? Où vais-je après la mort? Don Marcelino est un homme de connaissance amérindien, originaire du Pérou. Alors ça c'est magnifique parce que alors là, en plein dedans. Héritier de ses civilisations et de ses traditions, il voyage à travers l'Europe pour faire connaître la sagesse amérindienne. Et je vais lire le premier passage, chapitre très intéressant. D'où vient l'incarnation? C'est parti. Les ufologues, ainsi que les physiciens qui s'intéressent aux extraterrestres se posent les questions suivantes. Qu'est-ce qu'un extraterrestre? Que cherche-t-il sur la planète Terre? La tradition amérindienne nous apporte une réponse. Sur l'OL, nous sommes des extraterrestres, mais nous avons perdu la mémoire. Hybridation, je pense que bon. Ou aussi par l'incarnation. Revenons un instant à la Bible, plus particulièrement à la Genèse. Dans celui-ci, Dieu nous dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et aussi le Seigneur Dieu modéla l'homme avec de la poussière prise du sol. Il insuffla dans ses narines l'haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Ces affirmations sont acceptées par des millions de croyants. Faut-il voir un point commun avec la croyance amérindienne? Certainement. Bien qu'exprimées différemment, les deux visions se ressemblent. L'être humain a été créé et son origine vient d'ailleurs. C'est pour ça que les autres religions ont toujours du mal à accepter. Et ça, c'est un truc qui me... Pourtant, il y en a qui savent très bien. Bon. Dans la tradition amérindienne dont je suis issu, la communication orale remonte à la nuit des temps et la connaissance fut transmise de génération en génération. On n'avait pas encore comme ça, on avait encore autrement. Bon. Ça, après, chacun c'est bon. Ainsi, l'histoire de l'être humain nous est parvenue de nos ancêtres et je vais la partager avec vous. Dans des temps très anciens, des êtres venant de notre cosmos furent séduits par la beauté de la planète Terre et décidèrent de s'y installer. Ces êtres ou énergies venues de l'univers sont à l'origine de l'être humain. Ils sont nos créateurs et nos premiers ancêtres. Pour survivre, pour vivre sur cette planète, bon, c'est presque pareil, qui a un monde de forme, leur création devait avoir un corps de matière élaboré à partir des éléments contenus dans la Terre. Ce corps est doté d'un cerveau, sorte d'ordinateur ultra perfectionné. Notre cerveau est donc pourvu d'une mémoire. Il stocke des informations, il est possible de les effacer, c'est l'oubli, et de faire entrer de nouvelles informations. Notre corps de matière fut également doté d'un cœur, de poumons, de reins, d'organes génitaux, de tous les organes, ou d'un corps énergétique, émotionnel et mental. Les Amérindiens considèrent que ce sont nos vêtements pour vivre sur cette planète, comme peut l'être la combinaison spatiale que revêt le cosmonaute pour aller sur la Lune. J'en ferai le livre artificiel, Pour animer ce corps, pour que tous les organes fonctionnent en harmonie, il faut un chef d'orchestre. Une fois le corps créé, l'être venu du cosmos s'y introduit sur la forme d'un souffle qui a une énergie appelée âme. Elle illuminera sa route durant sa vie terrestre. L'âme est directement connectée par une sorte de cordon ombilical énergétique à l'énergie de l'univers que nous appelons esprit. Ainsi naquit un humain sexué, un homme et une femme, un humain physique et énergétique. Cette âme incarnée dans le corps humain possède intrinsèquement toutes les qualités que sont entre autres l'amour, la bonté, la joie, l'espoir. Lorsque ces qualités ne se manifestent pas chez un humain, cela signifie qu'il n'est pas à l'écoute de son âme. Surtout que, bon bref, ainsi être en contemplation, c'est être en contact avec son âme. Avoir une belle âme, c'est être en harmonie avec l'univers. Par ailleurs, les êtres venus du cosmos, nos créateurs, ont doté notre corps de tous les pouvoirs cosmiques qui étaient et sont les leurs. Je vous rappelle que c'est un Amérindien, il vient du Pérou, d'accord. Donc bon, pour eux, il n'y a pas de problème.
tu ne te poses pas la question. Hein. C'est comme les... Enfin, tout ce qui est indien, tout ça, ils savent très bien. Hein. La transmission de pensée appelée aussi télépathie. L'auto-guérison, l'intuition, le magnétisme, le voyage dans le temps terrestre. Se déplacer dans le passé ou le futur se fait naturellement et sans machine. Nous possédons tous l'instrument nécessaire à cela. C'est le rêve, mais aussi le voyage sacré appelé encore quête de vision. Dans la tradition amérindienne, nous permettons de contacter des dimensions où nous nous rendrons avec notre mort. Chaque humain possède une enveloppe d'énergie personnelle qui, tel un émetteur radio, irradie autour de lui ses pensées, sa voix, ses émotions. Le corps humain émet en permanence de l'énergie et en reçoit de ceux qui l'entourent. Tout ce qui est vivant sur cette planète, les animaux, les plantes, les pierres, les oiseaux, les humains, possèdent en lui une énergie vibratoire. L'enveloppe de ce vivant qui est concrète est ce que l'on nomme matière et elle aussi vibratoire. Elle reçoit les influences de la Lune, des étoiles et des autres planètes. Sa fréquence vibratoire s'aligne sur celle des énergies de l'univers. Nous pouvons utiliser par les menstruations des femmes en lien avec la Lune ou par l'état émotionnel de certaines personnes que l'on dit lunatiques. Et qui, lunatique, hein, décidément, et qui réagissent fortement à l'influence de cet astre. Autre exemple de cette interaction entre le vivant et le cosmos, les jardiniers avant de faire des plantations consultent le calendrier lunaire. Pour certaines plantes, il faut semer en lune croissante, pour d'autres en lune décroissante. L'être humain tel que nous connaissons est une magnifique création de nos ancêtres multidimensionnels dont la connaissance est considérablement en avance sur la nôtre. Mais la plupart des humains ignorent toutes ces potentialités qui sont en eux. Qu'est-ce que l'humain? Tout humain est une énergie vibratoire avec sa lumière infinie incarnée dans un corps et qui se propage dans la terre-mère. Progressivement, après la création, les êtres humains commencèrent à oublier les origines, leur mémoire cosmique et la vie sur Terre devint difficile. Alors les extraterrestres, nos ancêtres créateurs venus du cosmos, renversent notre planète avec l'objectif de nous réveiller. Les êtres venus du soleil apportèrent des lois aux humains. Et ils apprirent à vivre dans des maisons et des villages, à travailler la terre, à utiliser des semences et à récolter des graines, à pratiquer l'élevage et vivre des produits de leur travail, et les femmes apprirent à filer et à tisser la laine. Il se forma alors un groupe soucieux que ces connaissances ne se perdent pas, des gardiens du savoir multidimensionnel, mais ce petit groupe se pervertit peu à peu et créa le castre des prêtres pour faire croire aux autres énergies incarnées qu'elles n'avaient aucun pouvoir, que c'était eux qui en avaient. On voit que c'est peut-être sagesse, hein. Alors c'est direct. Hein. Ceci fut à l'origine de la création des religions. Alors les ancêtres voilà, il n'y a même pas besoin de... Bon bref. Alors les ancêtres du cosmos envoyèrent des messagers, des prophètes pour rappeler aux humains qu'ils avaient tous du pouvoir, mais on les assassina et l'histoire de l'humanité continua avec toutes ces inégalités. Les prophètes actuels existent, ce sont des personnes missionnées, mais elles préfèrent passer inaperçues et réveiller la mémoire en silence. Toutes les Premières Nations savent que nous venons des étoiles, du cosmos. Nous sommes des énergies de l'univers qui ont choisi de nous incarner sur la planète Terre pour faire une expérience humaine. Je pense que je ne pourrais pas dire mieux. C'est ce que je pense déjà depuis belle lurette. Hein. Comme nous habitons une dimension cosmique d'une immensité difficile à imaginer, lorsque nous nous incarnons, c'est pour ça réincarnation, nous perdons la mémoire de ce que nous sommes, la mémoire des énergies vibratoires de cet immense univers. Le site de Teotihuacan, Mexique, avec la pyramide de la Lune et celle du Soleil. Bon, de toute façon, je vous balancerai toutes les images à la fin. Bon, je crois que ça va être quand même assez long à lire. Hein, il y a quand même 24 pages, le premier chapitre. Donc, je suis à 13. Hein, Empreintes des extraterrestres. Lorsque ces êtres venus du cosmos visitèrent la Terre, ils laissèrent sur leur passage des empreintes devant nous, permettent de ne pas les oublier. Ces empreintes nous rappellent également qu'ils sont avec nous en permanence. Les technologies qu'ils utilisèrent nous dépassent et nous saurions actuellement reproduire leurs ouvrages. Et voici quelques exemples pour illustrer ce propos, ou plusieurs exemples. Le site de Nazca, ça c'est connu, hein. Je vais vous faire après toutes les images. Lorsqu'on arrive sur le site de Nazca, on ne voit rien. C'est un désert caillouteux où la chaleur écrasante nous étouffe, mais en avion, on découvre de grandes lignes rectilignes qui s'étendent sur des kilomètres, des gigantesques représentations d'animaux de quelques dizaines de mètres, voire plus de 100 mètres pour certaines. Une araignée, un coureur, un singe, un colibri. Et sur le flanc d'une colline, entourant ce site, un humanoïde aux grands yeux ronds. Oui, il ne faut pas oublier qu'un humanoïde aux grands yeux ronds, que tout le monde a oublié. Hein. Comme si les gens à l'époque avaient cassé la tête avec faire un dessin, je veux dire, avec un humanoïde. Bon, bref. Ne se pose pas la question d'où ça vient. Aux grands yeux ronds, le bras levé, les autochtones appellent le cosmonaute. Est-ce un salut aux humains? Seul le survol de ce lieu permet d'en prendre connaissance.
En avril 2018, les archéologues découvrirent à quelques kilomètres de Nazca à l'aide de drones des dizaines de nouveaux géoglyphes. En avril 2018, des animaux, des visages humains et de guerriers. Jusqu'à présent, dans le désert de la région de Nazca, plus de 1000 dessins, 1000 dessins, 1000, présents depuis des millénaires ont été découverts. Pour l'écrivain et éditeur péruvien Manuel Scorza, 1928-1983, les pistes de Nazca sont l'œuvre d'un peuple venu des étoiles. Bon, de toute façon, j'en ferai plein de photos, enfin plein de photos, je ne vais pas aller là-bas, mais bon, par les images. C'est très intéressant, je vous dis, j'adore des livres comme ça parce que c'est reposant, c'est magnifique. On pense à rien, hein, surtout j'en ai de la tête. Il est temps que ça passe à autre chose. Hein. Petit 2 du chapitre 1, la cité de Machu Picchu. Elle est bâtie au sommet d'un piton rocheux à 2200 mètres d'altitude et entourée de précipices abrupts. Ce site comprend deux grandes zones, l'une agricole et l'autre urbanisée. La première est composée d'une succession de terrasses superposées accrochées à la montagne. Celle-ci, bien qu'étroite, servait à reproduire la nourriture constituée essentiellement de pommes de terre et de maïs nécessaires à la population. Un système d'irrigation sophistiqué permettait d'acheminer l'eau de la montagne vers ces terrasses. La seconde comprend environ 200 édifices faits de granit. 200 édifices. Attends, en plus, où ça a été fait, en plus, la hauteur, faits de granit. Certains sont des maisons d'habitation et d'autres des temples. Leur construction est caractéristique du savoir-faire inca. De grands blocs de pierre de près de 300 tonnes pour certains. 300 tonnes. Ça va? Encastrés les uns dans les autres, parfaitement plans. Oui, en plus, tu peux même pas passer une feuille, hein, si je me trompe pas. Rien, même une lame de rasoir, hein, ça passe pas. Hein. Je pense, hein, si je me gourre pas. Hein. Enfin, ça dépend desquels. Peut-être pas ceux-là, mais il y en a, je crois que tu peux même pas passer quelque chose. Ça dépend où. Parfaitement ajusté, sans aucun liant entre eux. Bon, le ciment était inconnu à l'époque. Et des ouvertures trapézoïdales. Quel outil utilisait-il? Combien d'hommes pour soulever et transporter de tels blocs de pierre? En dessous de ces bâtiments, il est possible de distinguer des canalisations de sections carrées creusées dans une roche très dure. C'est pour ça que c'est les savoirs anciens et les gens, ils ont tout perdu ces trucs-là. Et c'est pas forcément extraterrestre, hein. Ils avaient une connaissance et puis ils faisaient même des trucs à lévitation magnétique, hein, pour soulever des grosses pierres, hein. Ça existait déjà. Hein. Après, ils auraient sûrement peut-être une connaissance ailleurs, ce qui est fort possible. Pas tous, mais il y en a eu beaucoup. Puis après, ça s'est retransmis dans leur construction. Voilà. Ces structures comme ça, tu les retrouves sur Mars aussi, hein, donc c'est pas étonnant. Hein. Bon bref, comment cette construction fut-elle possible dans la technologie du laser? Cette cité est sacrée, pleine de mystères non élucidés, se dresse silencieuse au milieu des montagnes, synthèse parfaite du relief et de l'architecture. L'un de ces mystères que derrière une porte de pierre qui n'a pas encore été ouverte se trouve peut-être la tombe de Pachacutec, fondateur de l'Empire des Incas. Alors, je vous remettrai des photos plutôt en couleur. Bon, c'est déjà vraiment pas mal. Mais de toute façon, le livre est vraiment excellent. Ok. La porte du soleil de Tuanako. Hein, petit 3 du chapitre 1. Le site de Tuanako, en Bolivie, est construit sur une grande plaine sablonneuse à 4000 mètres d'altitude près du lac Titicaca. On y accède par une porte construite dans un monolithe d'une dizaine de tonnes provenant d'une carrière située à plusieurs centaines de kilomètres du lieu. À cette époque n'existait ni la roue ni le fer. Sculpté dans la pierre, on peut observer des êtres en combinaison d'astronautes, encore une fois, ainsi que des navettes spatiales. Non, à part ça, il n'y a rien. Hein. Sur les transmissions orales amérindiennes, ce site fut un champ d'atterrissage pour des êtres de différentes planètes. La tradition nous dit qu'une femme venue du cosmos, une femme, appelée mère de l'humanité, atterrit en cet endroit, le site de Tuanako, Bolivie. Je vais vous montrer ça avant. Magnifique. Et puis c'est vraiment bien centré, pile poil ici. Voilà, les équinoxes et tout, après je ne suis pas non plus un expert, hein, bon, bref. Le souvenir d'êtres qui viennent des étoiles et dans le cœur de l'homme et de la femme amérindien, leur origine stellaire se rappelle à eux de façon confuse. Dans l'émerveillement que l'on procure la nature et les grandes montagnes, dans l'émoi que suscite en eux la contemplation d'un ciel étoilé,
Les voix de leurs ancêtres habitent chacune des cellules de leur corps, ces temples sacrés construits pour abriter l'esprit. Les voix de leurs ancêtres se font entendre sur les pistes de Nazca et au détour des temples Incas. Elles fredonnent encore dans les céramiques précolombiennes. Elles peuplent chacune des constructions du Machu Picchu. Petit 4 du chapitre 1, les momies de Nazca. Magnifique. Alors là, magnifique. Une grande découverte agite la communauté culturelle et scientifique du Pérou depuis 2017. En effet, il fut trouvé dans la région de Nazca plusieurs momies dont les caractéristiques sont très troublantes. Un pilleur de tombe présenta tout d'abord deux petits personnages de 60 cm d'apparence humanoïde, mais dans les membres témoignent de particularités étranges. Les mains et les pieds ne possèdent que 3 doigts, mais avec 5 phalanges chacun. Alors ça, je rejoins le livre de Elena Danaan, Le don des étoiles, où il y avait un être qui portait des œufs et il y avait 3 doigts. Hein. Donc comme quoi, tout se rejoint. Je pense que c'est dans ce livre. Hein. Si je ne me trompe pas, hein. Ils pondent des œufs quand ils sont enceintes, même les mâles, je crois, je sais plus. Bon. Coïncidence assez remarquable, on trouve sur les poteries et les tissages de Nazca des similitudes à ces momies des personnages dont les membres ont 3 doigts. L'analyse au rayon X montre que l'un d'eux porte dans son ventre 3 œufs. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Un peu comme le film Alien, finalement. Pour les scientifiques, il s'agirait d'humanoïdes reptiliens. Dans un deuxième temps, le pilleur de tombes revint avec une momie en position fétale, dont le corps est recouvert de diatomites, comme dans les 2 cas précédents. Il s'agit d'une poudre blanche provenant d'algues marines ayant la propriété d'absorber l'humidité, donc de conserver les tissus. Sa taille est estimée à 1,68 m. Les membres, la tête, la cage thoracique présentent les mêmes caractéristiques que pour les 2 premières momies. Les extrémités des doigts où la poudre a disparu laissent apparaître des empreintes digitales horizontales, contrairement à celles des humains qui sont incurvées, si précises et si fines qu'elles ne peuvent être que naturelles. Ces momies furent examinées par des médecins légistes, des radiologues, des anthropologues du Pérou et du Mexique et des scientifiques aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Russie. Les analyses ADN concordent pour dire qu'il s'agit d'êtres réels, qui furent vivants. Parce que j'en ai tellement vu qu'ils ont dit que c'était du plastique, du polystyrène, de l'aluminium. Oui, bien sûr. Puis qu'ils étaient capables de refaire. Je sais, avec une tige, puis hop, on modèle le truc. Tous confirment qu'il ne s'agit pas d'êtres humains. Mais enfin, bref. Pour les Amérindiens, il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'extraterrestres. Les Amérindiens, de toute façon, vous mettez artefacts Maya, UFO, vous allez trouver plein d'artefacts extraterrestres. Hein, avec des grands yeux, tout ça, humanoïdes, tout ce que tu veux, petit gris, bon bref. Artefacts Maya, UFO, faites des recherches, Google ou Pinterest, P-I-N-T-E-R-E-S-T sur Images, hein, Pinterest encore mieux que Google Images, j'ai toujours préféré Pinterest. Faites des recherches ou sur vidéo, tout ça, YouTube, vous allez voir, c'est blindé. Hein. Les Amérindiens du Nord ont aussi une connaissance similaire de ces vérités. Ainsi, ils virent apparaître la femme biche, la femme maïs. Chaque région a sa propre apparition. Ces êtres venus de l'univers leur transmirent de nombreux enseignements. Les empreintes laissées par les êtres du cosmos lors de leur passage sur Terre ne se trouvent pas seulement au Pérou, mais aussi au Mexique, au Guatemala, en Égypte, en Chine, en Russie et même sous l'océan, dont les nombreuses activités ufologiques sous l'océan. Hein. OVNI, OANI en Russie, etc. Ils maîtrisaient une technologie que nous ignorons aujourd'hui. Nous ne pouvons que nous émerveiller devant tous ces vestiges et leur vouer un respect éternel. Temple des Masques, El Petén, Grand Plaza, Parc national de Tikal, Yucatan, Guatemala. Bon, en même temps, j'en mettrai les êtres. Ça va, on touche à la fin. Les agroglyphes, c'est-à-dire les crop circles. Bon, il y en a des vrais et des faux. Bon. Je préfère le préciser quand même. Actuellement, nous sommes plus témoins de nouvelles et surprenantes constructions du même type. Les extraterrestres s'adaptent à l'évolution humaine. Pour nous interpeller, apparaissent mystérieusement dans les champs et dans différents lieux et pays des crop circles. Alors là, il faut aller voir Umberto Molinaro. De toute façon, j'ai tous ses livres, hein, crop circle. J'ai même été plusieurs fois à ses conférences. Les vrais agroglyphes sont des œuvres magnifiques réalisées en un clin d'œil, sans trace de passage sur le sol. Leur complexité nous interroge et essayer de les interpréter nécessite pour certains d'entre eux des connaissances scientifiques très poussées. La beauté de la vie réside dans cette expérience terrestre, toucher, regarder, faire l'amour, procréer, manger. Boire, hein. Bon. Ceci ne peut exister qu'en habitant un corps. Notre âme a fait le choix de venir sur Terre, attirée par cette merveilleuse planète bleue, riche de couleurs. C'est pour vivre une expérience dans la matière que des êtres stellaires choisissent de s'incarner sur la Terre. Depuis la nuit des temps, notre tradition orale qui se transmet de père en fils nous affirme notre origine cosmique. Mais
Mon grand-père disait, nous sommes des énergies de l'univers, c'est un grand mystère qui nous dépasse. Ne cherchez pas les extraterrestres dans l'espace, mais regardez autour de vous. Les 7 principes dans le monde amérindien. Petit 1, tout est énergie. Pour faire circuler dans le corps, concentrez votre attention là où vous voulez qu'elle circule. Petit 2, tout est vivant sur la terre-mère. Petit 3, l'expérience est la mesure de la vérité. Petit 4, le pouvoir de l'énergie augmente en vous, en y mettant l'attention de tous vos sens. Petit 5, l'énergie circule dans toutes choses, les étoiles, le soleil, les frères de la nature, les animaux, les pierres, les humains. Petit 6, tout est relié, l'impossible devient possible. Ouais. Petit 7, le monde et la société sont perçus à partir de croyances familiales et sociales. Il y aura au moins 20 images à la fin, c'est pas 25. Parce qu'il y a tellement de choses à mettre, depuis tout à l'heure j'ai plein d'informations. C'est juste hallucinant. Donc une très grande vidéo finalement. Deux pyramides dans le Yucatan au Mexique, celle de Kukulcán sur le site archéologique à Chichén Itzá et la pyramide du Devin à Uxmal. Voilà, je ne sais pas si c'est par rapport à ce que je vais lire après. Je ne sais plus, parce que moi je m'étais arrêté par l'instant au chapitre 1. Bon, il faut que je lise aussi. Bon, je remettrai ça aussi. Voilà. Je coupe là. On va mettre un peu de son parce que j'adore cette musique-là. C'est de la musique de Cosmos, Space, ambiant, musique, c'est magnifique. Voilà, et à bientôt. D'ici 2 ou 3 jours, à la fin vous allez plein d'images, blindé d'images. Alors, rencontre avec le peuple des étoiles. De Hardis, 6, Killer, Clerc. Elle émerge parmi nous et aussi contact avec les Indiens. Ça c'est très intéressant aussi. Hein, bon, de toute façon ça se ressemble. Ça se rejoint. Je coupe là, merci. Et aussi, j'avais oublié, de Elisabeth de Canini, rencontre avec des humains d'outre-espace. Très bon aussi. Je coupe là, merci. À bientôt. Voilà. Ça vraiment un petit 2, hein, qui va être très long, parce qu'à mon avis, il vaut mieux dire chapitre par chapitre, je pense. Parce que c'est magnifique. A plus, merci.